In other words, the floor space of the equivalent floor space of Paris is added every 5 days. Now, I myself am based in Paris. It is a lovely city, but it still demonstrates how urgent action is needed in this sector. I would like to give you a few facts and figures. These are from a very recently launched global status report for buildings and construction. It was launched at COP25. Some of you may have been there. And it shows once more the impact of this sector. And we see on the one hand that when it comes to final energy demand, this sector is responsible for 36%, and for emissions, if you include, especially if you include energy and process-related emissions, so this includes construction as well, it is almost 40%. We cannot achieve the Paris Agreement goals without decarbonizing the sector. However, when we look at what is happening on the ground, we see that we're not only not moving fast enough, we actually see that we are not going in the right direction, at least when it comes to certain facts and figures. When it comes to finance, for instance, we see that only a tiny minority of the spending on buildings, construction and renovation is currently spent on energy efficiency. Now, this is a huge opportunity because, in fact, investing in buildings and construction and energy efficiency has a very decent return on investment. And we see that this investment this year actually has leveled off when it should be increasing. So there really is an opportunity out there for everyone. A couple of points about nationally determined contributions, and I won't spend too much time on this because, of course, Peter Graham will talk about this, who is our expert on the line. But we do know that out of all the parties that have submitted NDCs, the majority do mention buildings, and that is the good news. The bad news is that most of them don't include concrete measures or targets, and the targets and measures that are included are not ambitious enough. So, for instance, we don't really see very many targets for full decarbonization, and there are certain areas that are missing entirely. For instance, cooling, for instance, building design, for instance, taking up local ambition on a city level where actually a lot is happening. So there is a lot of potential for improvement. Here you see some slides in French. So this is to show you certain policies such as building energy codes. And we see that the majority of countries currently actually do not have mandatory building energy codes. And actually most of the construction that we will see over the coming years will happen exactly in those countries. So this is an area of intervention. And it is a little bit similar with building certification. Also here, the majority of countries do not include mandatory certification, which can be a leverage point for the market. It can send important market signals. Allow me to speak a little bit about the Global ABC before passing on the virtual microphone to our speakers. The Global Alliance for Buildings and Construction, we are the leading global platform for all the different stakeholder groups that includes government, private sector, civil society, and intergovernmental organizations to increase action towards a zero-emission, efficient, and resilient buildings and construction sector. We currently have 128 members, among which are 29 countries. 3 of those countries we have here on the line today, which again is a real pleasure. Our key activities include forging pathways towards zero-emission, efficient, and resilient buildings, and that is through products such as the NDC guide, but also through developing global and regional roadmaps on priority actions for certain regions on what is really the most important thing that, for instance, governments can do. We also facilitate regional knowledge exchange through regional roundtables and through national alliances. And of course, we keep the buildings and construction sector under review. Here you see our old cover. The new one is just out, as I mentioned, with our global status report. And finally, we shape the global agenda by giving the building sector a voice in very high-level fora. A few words about the regional roadmaps that I mentioned to you earlier. We are developing those and we have advanced drafts in place. These are very stakeholder-driven products. And in fact, each of them we have inputs from over 130 different stakeholders and experts, which is
really great. We're developing this together with the International Energy Agency and in collaboration with the World Green Building Council, as well as the World Resources Institute. And these will come out shortly, and it'll include targets and priorities on these 8 areas that you see here: urban planning, new buildings, retrofits, operations, systems, materials, resilience, and clean energy. Now, if you're not already a member, please do join us, become a change maker, help us shape this important sector, and help the global transition, help us forge pathways and gain access to our fantastic network. With this, let me conclude this introduction in English. I probably should have mentioned my name before. I'm Nora, and I work with the Global ABC. So again, it's a real pleasure to have all of you here. And I would like now to pass on the virtual microphone to our first speaker, Peter Graham, Executive Director, Global Buildings Performance Network, on buildings and construction in NDCs in Africa, status, gaps, and potential. Peter, over to you. Thank you, Nora. Bonjour à tous. Continuing on in English. It's a great pleasure to be here and to be participating in this webinar. It's actually, I think, the 4th webinar in this series. We've covered all regions of the globe now, and I've had the privilege of being able to analyze the way that countries are engaging with their building sectors in their nationally determined contributions, their national adaptation planning, and also at subnational and municipal levels. And I can say that there is a lot of activity going on in the building sector at all levels, and we still have some gaps to close, as Nora pointed out, in terms of how ambitious these actions are. So what I'd like to do today is to give you an overview of the status of building sector actions, and then give you a bit more insight into what's going on in the African region too. The next slide, please, Nora. And the next one. Thank you. Okay, so this slide shows you a graph of the projections of increased new constructed floor area in the world from 2030 through to 2050. And what you can see here is that after the Asia Pacific region and India, Africa will experience the fastest growth in construction of new floor area, especially after 2030, and greatest increases in energy demand from buildings after that time too. So this is showing you the projected growth in floor area in million square meters from 2015 to 2050. And this comes from the first global status report from the Global ABC, 2016. So what we see here is an opportunity, but also a risk that without adopting best practices in building energy codes and technologies, Africa runs the risk of locking in inefficient building stock for a long time to come. And of course, as we'll see later on, there is a high level of awareness of the interrelationship between mitigation opportunities and also adaptation needs. So this is an opportunity, but also a threat. Next slide, please, Nora. Okay, so in terms of gaps, one of the largest gaps in the African region is really in the regulation of building energy use. What we can see here is a pie graph which is showing you the proportion of African countries which have started to regulate energy use in the building sector, which is at around about 20%, and the number of countries that have not yet really got onto that path. So the majority of countries in Africa are not yet really engaging in regulating energy use in the building sector. So that's one area that is definitely in need of some work. Some of the fastest growing economies in Africa are moving more quickly and are regulating energy consumption, and also making regulations for low carbon buildings as well.
So within that kind of spectrum of countries which are regulating energy use from buildings and addressing low carbon construction techniques, we can see that around about half of that 20% proportion are in the process of developing building energy codes and low carbon standards. The top half of the sort of the breakaway there is related to countries which have either got mandatory codes in place for all of their building types, so that is non-residential and residential, and then mandatory codes for part of their building sector. So normally this is regulations which cover very large buildings, normally non-residential buildings. A number of countries are moving in the direction of or have implemented voluntary regulations for building energy use, and this is normally a practical first step for many countries who are starting the process of regulation, and that is to develop standards which can be adopted voluntarily by the building sector and then with assistance through capacity building and technology transfer and sort of financing innovation, end up with the ability to mandate building energy regulations, and then to move those mandatory energy performance levels from a starting point which the industry can cost effectively achieve through towards very low energy performance over time. There's a lot of support in the international community for the development and implementation of building energy codes and low carbon standards. A number of organisations, including the Global Buildings Performance Network, offer support to countries and to jurisdictions at the subnational level to design and implement building energy codes. There are a number of other organisations who are members of the Global ABC who also have lots of resources in this space. Okay, next slide, please. Okay, so let's focus a little more now on the nationally determined contributions and those that were submitted to the UNFCCC from Africa. So at the moment, 30 African countries have included building sector actions in their NDCs. That's just less than, when you include the Middle East as well, it's just less than half of the countries that are in this region. So there's a lot more that can be done in engaging countries in or assisting countries to engage with their building sectors. It's worth saying also that there is a very large proportion of formal construction among African countries, and there's a lot of innovative activities which are taking place in countries which aren't necessarily included or fully described in NDCs, but are part of other development programs. So even though we see that there's a way to go in including building sector actions in NDCs in all African countries, that's not to say that there aren't a lot of activities going on in Africa which relate to improving or lowering the carbon intensity or decarbonising the building sector, but also promoting green buildings, and I'd have to say a more holistic approach to urbanisation as well. So what we can see here is a graph. The blue and the orange and blue areas, you can see the number of building sector actions that are number of countries that have got no building sector actions at the moment, about 55%, 45% with building sector actions included in their NDCs. Of those, 4 countries have actually included targets for reducing energy demand or improving energy efficiency. So that's a good start to actually have quantitative goals which are public, that really that helps the international community and also the local industry understand what levels of ambition are and what the capacity gaps and opportunities are. No country yet has actually included a decarbonisation goal. The green graph, the green graph, you can see the proportion of different actions, different types of actions. So energy efficiency actions are really the most prevalent. They include improving the thermal performance of building envelopes for large buildings,
improving energy efficiency of building-related appliances such as lighting, air conditioning, cooking equipment, and in some cases refrigeration. Technology actions are the next most prevalent. They include innovative high-tech technologies, improvements in air conditioning standards, fans, photovoltaic systems and so on, but also some really interesting low-tech, low-carbon construction systems which are more climatically adapted, including some technologies including, say, Nubian Vault technologies, Adobe construction, and construction systems which are trying to limit the consumption of timber, steel and concrete, which is fantastic for reducing embodied emissions. There's also quite an emphasis on resilience. This is quite a marked difference from other regions as well, where there's a real sense of understanding how mitigation actions and adaptation actions relate with each other, and how doing actions which do both mitigation and adaptation provide resilience, but also can be more cost effective in the long run. Next slide, please. So the next slide is talking about what the focus of the actions in the NDCs are across the African region. And so most of the actions which are included in the NDCs, not unsurprisingly, are around mitigation actions. So as I mentioned before, really assessing or trying to improve energy efficiency, particularly energy efficiency in building operations. There's also a very high level of awareness of the relationship that improving energy efficiency has with energy access, providing access to clean energy solutions. Most of the focus of the actions is in the non-residential sector, so there's quite an emphasis on improving particularly the energy performance of public buildings and government buildings. But not far behind that is an awareness that there's a need to look at residential. Across the NDCs from African countries, I think there's more of an emphasis on rural residential improvement in energy efficiency, and also integrating renewable energy such as solar hot water and solar home kits, more so than in urban areas, although there is recognition in some NDCs of the need or the opportunities of implementation of particularly photovoltaic and rooftop solar hot water systems in urban settings as well. Another big aspect is about retrofitting buildings, and also relating retrofitting not just to improving thermal comfort, but looking ahead at changing climates and increasing extreme weather conditions, and the need for improved fortification of existing buildings to deal with future climate impacts. A cross-cutting theme for all NDCs is really capacity building. And also some countries are thinking about how to increase awareness of people, how to use energy more sustainably. Thanks, Nora. Next slide. Okay, so now let's switch and think more about adaptation. So what you have here on this slide is a diagram showing the proportion of national adaptation plans which include buildings in them. So not many of the national adaptation plans that are have been submitted by African countries include engagement with the building sector. There is actually some balance. Well, when you include adaptation actions which are included in nationally determined contributions, the number increases slightly. But there's still quite some work to do in engaging with the building sector in terms of adaptation. In those countries that are including the building sector in adaptation plans, there is a high an emphasis on regulation and standards. And this relates a little bit to the building codes issue that we discussed before. But here there's an emphasis on improving or upgrading building regulations and materials standards so that they are offering more protection, more resilience to climate impacts. But there is also an understanding that increasing thermal performance, insulation, etc., can help reduce the health impacts of increasing temperatures.
The next is fortification of existing buildings, I mentioned before. There's also some discussion about green building standards, and this is interesting because the green building approach obviously takes in more issues than just energy. It includes materials, water, looks at a life cycle approach, and it's interesting to see green buildings being considered more of an adaptation strategy than a mitigation strategy. And then you'll see other issues which have come in also in the NDC, such as energy efficiency, incorporation of renewables. But here the discussion is about improving energy access and security of supply rather than reducing carbon emissions. Okay, next slide, please, Nora. All right, this slide is the second last slide, and it just shows you a selection of actions which are being taken by countries on adaptation with their building sector. And there's, it's hard to read all of the detail on this slide, but I think I just draw your attention to a couple of things. One is that most countries are including the need to improve access to financing in their adaptation plans and how they want to engage with the building sector. So there's an opportunity to look at innovative ways of financing climate adaptation actions for the building sector, and linking that to also mitigation actions. So we might be looking at carbon financing, for example, or rating schemes which enable banks to offer preferential loans to green buildings and so on. Another aspect which cuts across all of these actions is the issue of capacity building, and again, that's probably the number one common request when it comes to conditional commitments in both adaptation plans and also the NDCs. So I suppose it's worth pointing out that again, within the Global Alliance on Buildings and Construction, there are a number of organisations which provide platforms for capacity building for low carbon buildings and also adaptive designs of buildings. And another issue which has come up as a barrier is the need for better integration between government agencies and also between different levels of government, from local through to national governments, which we call vertical and horizontal integration. So that brings me to the last slide. Nora, if you could just change the slide, please. And this slide is really just introducing you to the guide for incorporating building actions in NDCs, which I wrote for Global APC last year. The guide is available on the website here, and it provides a simple process for incorporating or updating ambitious and effective building sector actions in NDCs, nationally determined contributions, and it has a sort of step-by-step approach to being able to engage with the building sector and plan actions and then implement actions that overcome common challenges that countries face in designing actions and also high impact plans. And the way we've structured the guide is really to offer the advice as a way of designing, planning, implementing building sector actions that are financeable, that actually do meet the requirements of international climate financing and bilateral support for implementing NDCs. So I direct you to the guide. Nora, I know this is a bilingual webinar. I wonder if the guide will be available in French anytime soon. But anyway, I appreciate the opportunity to be able to provide these insights and also to very briefly introduce you to the guide, and I encourage you to take a look. And of course, if you have any questions about this presentation, the guide, or any of the research that's gone into it, feel free to contact me or Nora. Thanks, Nora. Thanks very much, Peter, for this very comprehensive overview over nationally determined contributions
in Africa. I think you pointed out very well the need or the potential also for tighter regulation for the building sector, especially, for instance, when it comes to building energy codes, but also the commitments and nationally determined contributions, and interestingly also for adaptation, which for the continent is, of course, a very big topic. Donc, on va maintenant changer de langue. Et avant d'introduire notre prochaine panéliste, je voudrais juste souligner et confirmer que oui, en effet, on a le guide pour les NDC en français et aussi en espagnol. On va le mettre sur notre site web, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et si vous avez quelques questions, vous pouvez nous contacter, bien sûr. Avec ceci, je voudrais introduire notre panéliste de la Côte d'Ivoire, Monsieur Parfait Kouadio. Il est conseiller technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la République de Côte d'Ivoire. C'est vraiment un très grand plaisir de vous accueillir ici parmi nous. Et donc, lui, il va parler des NDC et bâtiments dans la Côte d'Ivoire. Parfait, le microphone est le vôtre. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez, peut-être vous avez coupé votre son, il vous faut vous mettre pas en mute? Parfait, je pense que vous avez coupé votre son. Il faut changer pour pouvoir, pour que nous puissions vous entendre. Je ne peux pas le faire pour vous. Faut envoyer un message. Oui. Ah là, Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Super. Je vous entendais. Donc, je disais bonjour à tout le monde. Bonjour, Et monsieur. c'est un plaisir partagé pour moi de participer à cet échange. Alors, la prochaine diapo, Nora, s'il te plaît. En introduction, je voulais dire que la Côte d'Ivoire a réalisé plusieurs études dans le cadre de la communication nationale à la Convention cadre des Nations Unies en 2001, 2010 et tout récemment en 2017. Donc, toutes ces études-là nous ont permis d'avoir une idée exacte de notre profil des émissions dans le cadre donc, de la contribution nationale déterminée. Tu peux revenir en arrière sur la... Voilà. Et donc, dans notre NDC, on a vu que le secteur de l'énergie représente plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et les projections qui sont faites en 2030, en tout cas, si rien n'est fait, le secteur énergie représentera plus des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Prochaine diapo, Laura, s'il te plaît. Voilà. Alors, le secteur de l'énergie dans les contributions nationales déterminées de la Côte d'Ivoire apparaissent sur la diapo que vous voyez pour dire qu'en 2030, selon les études, il y a une hausse de 6% des émissions qui pourraient être observées pour la production de l'électricité. S'agissant donc du sous-secteur bâtiment,
qui a été abordé dans notre NDC. En tout cas, ce sous-secteur bâtiment reste faible, mais de notre point de vue, il n'est pas à négliger. Alors, la prochaine diapo, concernant toujours le profil. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a soumis notre contribution nationale déterminée en 2015 et nous avons pour ambition de réduire nos émissions avec de 28% à l'horizon 2030. Alors, les secteurs qui ont été donc privilégiés, il y a le secteur déchets, le secteur déchets donc à moins de 5%, le secteur agriculture entre 5 et 10%, et les efforts vont être concentrés sur le secteur énergie pour une réduction de moins 20%. Diapo. Alors, quelles sont les initiatives que la Côte d'Ivoire a prises? Prochaine diapo, Noura, s'il te plaît. Alors, quelques mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le secteur du bâtiment et des constructions, c'est de parvenir donc à une maîtrise de la consommation énergétique par une politique d'efficacité énergétique volontariste qui inclut les énergies renouvelables. Alors, en termes d'actions concrètes, c'est les investissements qui ont été prévus dans l'efficacité énergétique et pour améliorer aussi le taux de participation des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Je voulais préciser que selon les estimations du ministère en charge de l'énergie et des énergies renouvelables, le mix énergétique devait atteindre 42% des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Donc, il y a la mise en place aussi d'un cadre institutionnel et réglementaire en matière des énergies renouvelables. Il y a le développement de la réglementation nationale sur l'efficacité thermique des bâtiments. Et on a un projet aussi, on a initié une série de formations de tous les acteurs de la chaîne de valeur à la construction basse consommation. Je vais parler des architectes, des urbanistes et des maçons. Donc, toutes ces actions-là, la Côte d'Ivoire, en les faisant, entend rehausser ses ambitions d'atténuation dans le cadre de la révision de ces NDC, laquelle révision est en cours actuellement. Diapo, Nora, s'il te plaît. D'autres initiatives encore de la Côte d'Ivoire à partager donc en matière d'efficacité énergétique. La Côte d'Ivoire a adopté un code d'électricité, un nouveau code en 2014. Les différents décrets et arrêtés, les tests d'application pour rendre ce code-là opérationnel sont en cours d'élaboration. Et la Côte d'Ivoire a adopté également un plan d'action national d'efficacité énergétique en 2016 et un plan national de développement des énergies renouvelables. Dans le cadre donc de la loi d'orientation du développement durable, les dispositions ont été prises pour mettre l'accent sur la promotion des bâtiments durables à haute performance énergétique, ainsi que des activités pour faire la promotion des villes durables dans le cadre de la promotion de l'habitat et des villes durables. Autre action importante encore qui mérite d'être partagée, c'est que la Côte d'Ivoire a mis en place le Fonds national pour la maîtrise de l'énergie. C'est un fonds qui est logé dans une banque nationale en Côte d'Ivoire qui s'appelle la Banque nationale d'investissement. Prochaine diapo, Nora, s'il te plaît. Alors, pour terminer, au niveau des initiatives de la Côte d'Ivoire, toujours, ces actions au niveau national
ont été associés à des actions au plan sous-régional et je vais dire au niveau international aussi. Et la Côte d'Ivoire a adhéré à des alliances internationales sur l'efficacité énergétique. La première alliance qu'il faut noter est l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction. L'adhésion de la Côte d'Ivoire a été faite en 2016. Ensuite, la Côte d'Ivoire a adhéré au programme pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments en 2018 lors de la COP 24 à Katowice en Pologne. Et au niveau donc, de la sous-région, de l'espace UEMOA, il est important de noter que la Côte d'Ivoire a adhéré au projet de code régional d'efficacité énergétique dans les bâtiments dans l'espace UEMOA. Donc, toutes ces actions, nous avons vraiment l'espoir qu'elles permettront l'opérationnalisation des différents plans qu'on a adoptés au niveau interne, comme les alliances au niveau sous-régional et international, pour que ces actions-là apportent un impact très fort en matière de réduction des gaz à effet de serre dans le bâtiment et dans la construction en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu de façon à ramasser quelques diapositives que je voudrais partager. Lors de la phase d'échange, je pourrais revenir sur d'autres aspects. Merci Nora. Merci beaucoup, Monsieur Parfait Kouadio, pour ce très intéressant aperçu concernant la situation en Côte d'Ivoire pour les bâtiments dans les NDC. Je pense qu'on a beaucoup appris de vous, surtout aussi concernant les nouveaux codes et régulations et les nouvelles lois que vous avez mises en place, par exemple le code électricité, mais aussi, je trouve très intéressant, le Fonds national pour la maîtrise de l'énergie, parce que j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de pays qui se demandent parfois comment financer les différentes actions pour améliorer la situation des bâtiments. Donc, je vous remercie vivement pour cet aperçu. Et avec cela, on va passer à notre prochaine panéliste, Madame Jamila El Arizi. Elle est chef de division du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville du Royaume du Maroc, ainsi que la Côte d'Ivoire et aussi le Sénégal, est membre de la Global ABC. Et c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Et le microphone est le vôtre. Est-ce que vous avez peut-être aussi coupé votre son, Jamila? Parce que là, on ne vous entend pas. Il vous faut juste appuyer sur le petit bouton, le microphone, pour ne pas couper votre son, s'il vous plaît. Jamila, on vous entend encore pas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, appuyer sur le bouton pour ne pas couper votre son, s'il vous plaît? Oui, vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Très bien, super. D'accord. Donc, oui, merci. Bonjour à tous. Je vous remercie aussi pour l'organisation de ce webinaire sur l'Afrique et le secteur du bâtiment dans les indices des pays d'Afrique. Alors, slide suivante, s'il vous plaît, Nora. Oui.
Alors, pour le Maroc, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint 86 millions de tonnes équivalent pétrole en 2014. Le secteur de l'énergie est responsable de 67% de ces émissions, avec une part du secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire à peu près de 12%. Alors, le secteur de l'énergie est suivi du secteur de l'agriculture avec 17%, puis l'industrie 10%. C'est l'inventaire des gaz à effet de serre de 2014. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour l'INDC du Maroc, elle a fixé comme objectif d'atteindre 17% à l'horizon 2030. C'est un objectif inconditionnel qui nécessite un budget de 26 milliards de dollars. Et si on arrive à avoir des financements internationaux de l'ordre de 24 milliards de dollars, on pourrait atteindre un objectif de 42%, un objectif qui est conditionnel, qui dépend de disponibilité de la finance climatique et support international. Parmi les objectifs dans cet NDC, c'est d'atteindre 52% des capacités des énergies renouvelables, soit à partir des énergies renouvelables, et 20% d'économie d'énergie à l'horizon 2030. Cet NDC du Maroc, il y a 55 actions d'atténuation pour 2030 pour atteindre les objectifs conditionnels et inconditionnels. Alors, la part du bâtiment dans cet NDC, dans cet effort de réduction, est de 7,6% entre 2030 et 2020 et 2030 et de à peu près 8,7% en 2030. Next slide. Alors, les actions qui sont inscrites dans l'INDC du Maroc, il y a des actions inconditionnelles et des actions conditionnelles. Pour les actions inconditionnelles, c'est l'implémentation du code énergétique dans le bâtiment, c'est l'implémentation de la réglementation thermique plus précisément, et il y a aussi l'efficacité énergétique dans le secteur du tourisme. Et il y a aussi la création d'une ville qui soit en énergie conditionnelle. Il y a le programme national des chauffe-eau solaires. Il y a aussi le programme sur les lampes basse consommation dans le secteur résidentiel. Et il y a aussi l'installation des capteurs solaires photovoltaïques. Alors, les émissions qui vont être réduites grâce à ces actions sont égales à peu près à 38 millions d'équivalents pétrole entre 2020 et 2030. Voilà, next slide, s'il vous plaît. Alors, concernant l'état d'avancement de cet NDC, alors je voudrais signaler que le Maroc est membre du comité de pilotage de la plateforme NDC Partnership. Il y a aussi une feuille de route qui a été établie pour la mise en œuvre de la NDC, et il y a aussi un système MRV qui est en cours d'élaboration, et notre aussi, elle est en cours de révision. Alors, cette révision va comprendre notamment les actions qui sont incluses dans la NDC, et on a élaboré des études pour chaque secteur pour réviser cet NDC, et en ambition d'augmenter notre ambition dans cet NDC. Alors, il y a un plan national d'atténuation d'adaptation qui est en cours d'élaboration par notre ministère pour justement proposer d'autres actions et rehausser notre engagement dans cette nouvelle NDC. Notre système d'inventaire des gaz à effet de serre. Alors, on a créé un système, on a lancé un système national d'inventaire en 2015
avec une gouvernance. Il y avait un comité qui est chargé de cet inventaire. Chaque comité comprend ce comité comprend des points focaux et des coordonnateurs pour chaque secteur. Alors, l'inventaire des gaz à effet de serre a été fait pour l'année 2010-2014 et l'année 2016 est en cours de préparation. Alors, en termes d'actions qui ont été faites, la plus importante, c'était l'élaboration d'une réglementation thermique dans le secteur du bâtiment. Cette réglementation a été publiée en 2015 et il concerne tout le secteur résidentiel et tertiaire. Alors, cette version exige exigeances minimales à respecter pour l'enveloppe du bâtiment. Elle concerne uniquement l'enveloppe du bâtiment. Ça a été divisé en 6 zones climatiques. Pour chaque zone climatique, il y avait des exigences à respecter. Parmi aussi les actions qu'on a faites, c'était un projet qui est opérationnel, qui a été soumis pour un financement international. Ça a été soumis à la NAMA Facility. C'est un fonds climatique qui finance des projets d'efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques. Alors, ce projet a été réalisé en partenariat avec la GIZ, la coopération allemande et l'AFD, l'Agence française de développement. Il concerne 3 composantes. Il y a l'efficacité énergétique dans le bâtiment, il y a qui concerne l'enveloppe du bâtiment, le volet passif, aussi des équipements, notamment des LED, des réfrigérateurs qui sont efficients et des climatiseurs et des chauffe-eau solaires. Alors, ces 3 composantes, on est dans la phase préparatoire qui a débuté en 1er décembre 2019 et on a été présélectionné parmi 51 projets et maintenant on est dans la phase préparatoire qui va durer une année. Donc, on initie, c'est la normalisation. Il y a à peu près 260 normes qui ont été adoptées par les commissions présidées par notre ministère qui concernent l'efficacité énergétique et la performance des bâtiments et la durabilité dans le bâtiment. Il y a aussi des actions qui ont été de sensibilisation d'information au profit de nos partenaires dans le secteur privé ou dans le secteur public. Il y avait aussi publication de guides sur la maîtrise de l'énergie, sur les chauffe-eau solaires et aussi sur les éco-gestes quotidiens. Et aussi l'étude qui est en cours pour l'élaboration d'un plan d'atténuation d'adaptation dans le changement climatique dans le secteur du bâtiment. Il va être basé, cette plan d'adaptation va être basé sur une étude de vulnérabilité dans une zone cible et qui va permettre d'avoir un plan d'adaptation au niveau de cette voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous et s'il y a des questions. Merci beaucoup, Jamila El Arizi, pour cet aperçu de la situation au Maroc en termes des bâtiments dans les NDC. Et on a beaucoup apprécié surtout toutes les actions très concrètes que le Maroc a mises en place, par exemple l'échauffement solaire que vous avez mentionné et l'enveloppe des bâtiments. Et aussi, j'ai trouvé très intéressant le point sur la ville idéale ou la ville modèle, ce qui est sûrement très intéressant pour les autres pays aussi. Donc, et aussi la feuille de route pour les NDC, ça c'est quelque chose que peut-être aussi intéresserait beaucoup des participants. Donc, merci beaucoup. Et avec ceci, on va passer à notre prochaine panéliste et notre dernier panéliste, c'est Monsieur Ernest Dion. Il est coordonnateur du projet efficacité énergétique au ministère de l'Environnement et du Développement durable de la République du Sénégal. Et il va nous parler de le bâtiment dont la contribution déterminée au niveau national du Sénégal.
Donc, Ernest, le microphone est le vôtre. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez tous. Oui, on vous entend très bien, Merci à la Global ABC d'avoir organisé ce panel sur les SIDN au niveau de la zone Afrique. Next, prochain diapo. Donc, très rapidement, rappeler les tendances et dire que tout ce que nous allons donner comme données, c'est le fruit de ce qui est contenu dans la CDN du Sénégal, qui vient d'être révisé juste avant la COP 25 qui a été révisée. Donc, un rappel des tendances climatiques, c'est-à-dire que nous avons observé, en tout cas, ce que la CDN a noté, c'est qu'il y a une hausse globale observée pour les températures minimales entre 1961 et 2011 au Sénégal. Pour à titre illustratif, 0,58 degrés Celsius à Dakar, 1,88 degrés Celsius à Ziguinchor au sud du Sénégal et 1,06 degrés Celsius à Tambacounda, juste vers l'est du Sénégal. Il y a une tendance future aussi, les tendances futures indiquent aussi une hausse entre plus 1,27 degrés à 1,41 degrés à l'horizon 2035, donc des températures, une baisse bien sûr de la pluviométrie et des émissions globales suivant l'année de base 2006 dans le secteur qui se chiffre à 5660 gigatonnes, soit 34% des émissions du pays. Ça, c'est dans le secteur de l'énergie. Et je rappelle, dans le cadre de la CDN du Sénégal, le bâtiment est contenu dans le secteur global de l'énergie. Et les émissions dues au bâtiment représenteraient une bonne part de ces émissions dans le secteur de l'énergie. Next. Très rapidement, à titre illustratif, la répartition sectorielle des consommations énergétiques dans le système d'information énergétique du Sénégal de 2016. Vous voyez que dans la figure de gauche, vous voyez que le secteur véritablement des résidentiels occupe une importante partie des ménages. Et dans le secteur des ménages, justement, que vous avez les consommations au niveau du bâtiment. Pour ce qui concerne le bilan de puissance, ça c'est à titre indicatif dans un secteur, dans un type de bâtiment, avec prépondérance de la climatisation qui représente 80% dans ce bâtiment en termes de puissance de consommation énergétique. Next. Le bâtiment donc intervient essentiellement dans la composante atténuation. Donc, ce que représente le bâtiment dans la CDN, c'est au niveau de la consommation atténuation. La CDN prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2025 et 2035 dans les différents secteurs de l'économie. La CDN aussi est constituée d'une contribution inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on peut financer à partir du budget de l'État, des collectivités locales ou des secteurs privés, et une contribution aussi conditionnelle qu'on prévoit que ça proviendrait des partenaires techniques et financiers du Sénégal. Next. Les objectifs sectoriels dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2035-2030. Les objectifs inconditionnels de réduction sont situés entre 8,6% à 8,8% des émissions et les objectifs conditionnels de réduction de 38,5% à 43,2%. Et en termes d'économie d'énergie, cela représente 4029,028 gigawattheures. Et en termes de baisse de consommation d'énergie électrique de 627,028 gigawattheures. Next. Ce figure illustre le potentiel d'atténuation dans le secteur des bâtiments si on procédait à de la sensibilisation des usagers du bâtiment. Et vous voyez nettement que le secteur résidentiel qui est en bleu, c'est là où on a le plus grand potentiel d'économie d'énergie. Et je pense que ça conforte l'idée qu'il y a un grand potentiel d'économie d'atténuation au niveau du secteur du bâtiment. Surtout, rien qu'en agissant sur la volet sensibilisation des
des utilisateurs du bâtiment. Next. Au niveau du potentiel d'atténuation par la sensibilisation, on a, par exemple, dans la figure de gauche, vous avez le potentiel d'atténuation si on améliore la climatisation. En sensibilisant les usagers, vous avez quand même qu'on peut gagner véritablement, à faire un très grand gain au niveau du potentiel d'atténuation, rien que dans le secteur de la climatisation. Si on agit maintenant dans l'enveloppe, au niveau toujours de la climatisation, c'est la figure de droite, vous avez encore un potentiel beaucoup plus important. Et je pense que ça veut dire quelque chose. Cela veut dire que des actions sur l'enveloppe, ça va être très, très efficace. Je pense que si on veut régler le problème des émissions au niveau du secteur du bâtiment. Et malheureusement, vous voyez, et je pense que tout cela n'a pas encore pris un aspect qui est extrêmement important dans le secteur du bâtiment parce que ça, c'est uniquement au niveau des consommations et on n'a pas encore touché, je pense que ça n'inclut pas encore tout ce qui est lié aux matériaux de construction, à l'industrie de construction. Et je pense que ça, c'est un aspect, si on additionnait tout cela, vous verrez que le potentiel serait encore beaucoup plus important dans le secteur du bâtiment. Next. Les besoins en financement, et ça c'est extrêmement important, de financement de l'atténuation, se chiffrerait à 8,7 milliards de dollars US, dont 3,4 milliards en inconditionnel et de 5,3 milliards en conditionnel. Et les besoins spécifiques, si on sort, ça c'est dans le secteur de l'énergie de façon générale, dans le secteur de l'efficacité énergétique qui touche plus le secteur du bâtiment, ces besoins se chiffrent à 19 000, en financement de l'efficacité énergétique à 19 090 000 dollars et de 619 258 000 dollars en conditionnel. Et en inconditionnel, ce serait de 19 millions de dollars. Et donc, vous voyez le secteur. Au-delà de ça, au niveau du Sénégal, ce que le Sénégal a commencé à entreprendre et qui est extrêmement important dans le secteur du bâtiment aujourd'hui, dans le cadre des actions mises en œuvre dans le cadre de la Global Alliance, à travers un instrument qui s'appelle le PUP, le programme efficacité énergétique. Le Sénégal est en train de mener, en rapport avec la GIZ, l'Agence française de développement, et l'ADEME France, des actions en direction du bâtiment dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Parce que nous avons constaté au Sénégal, ça fait partie des secteurs qui construisent le plus au niveau du Sénégal où il y a un très grand potentiel pour agir dans le En plus, dans le cadre aussi toujours du PIB, nous sommes en train de boucler une analyse du secteur du bâtiment. Parce que nous avons constaté que pour mener une véritable politique en direction du secteur du bâtiment, dans le cadre même du CDN, il faut avoir des données. Et nous avions tous constaté à un certain moment qu'il y avait de grandes lacunes de l'absence de données. Et c'est pourquoi nous sommes en train de boucler une étude qui porte sur l'analyse du secteur du bâtiment. Quelles sont les projections en termes de construction dans les années à venir? Que représente la consommation du bâtiment de façon exacte selon les différents secteurs? Nous sommes aussi en train de pratiquement travailler au niveau du Sénégal dans la filière biosourcée, matériaux de construction biosourcés, parce que nous pensons qu'un secteur que nous ne touchons pas et dont nous ne parlons pas souvent quand nous parlons de l'énergie dans le bâtiment, c'est le secteur, l'industrie de la construction. Et dans cette industrie de la construction, représente énormément, je pense que dans la présentation du PUP, on s'est rendu compte qu'on a pu noter que l'industrie de la construction représente 11% des émissions. Autre action que nous sommes en train de mener, c'est essayer de renforcer les capacités de tous les secteurs de la construction et du bâtiment en essayant d'apprendre les gens à intégrer cette dimension efficacité énergétique. Enfin, là, nous sommes en train d'avancer dans l'élaboration d'une réglementation thermique. Jusqu'à récemment, on parlait que de régulation thermique, mais aujourd'hui, en regardant l'évolution des choses et l'évolution de la dimension au niveau mondial, on est même en train d'élargir cette réglementation
thermique en intégrant la dimension environnementale, c'est-à-dire pour prendre en compte davantage les stockages qu'on peut réaliser à travers les matériaux de construction au niveau du bâtiment. Et donc, tout ce qui est énergie grise au niveau du bâtiment. Et je pense que c'était la dernière diapo. Next, je pense que c'est ce que j'avais à dire par rapport au niveau du Sénégal dans le cadre de la CDN. Et de dire que, et ça, je me suis simplement focalisé dans le secteur du bâtiment, sur l'efficacité énergétique, mais il y a énormément d'actions qui sont menées au Sénégal dans les autres parties du secteur du bâtiment, dimensions du secteur du bâtiment, de l'énergie, etc., et d'autres secteurs de la vie économique. Je vous remercie. Merci beaucoup Ernest Dion pour cet aperçu concernant la situation des bâtiments dans les NDC au Sénégal. Et surtout, j'ai trouvé très intéressant aussi que vous avez parlé du impact du changement climatique. Je pense que c'est un très bon rappel parce qu'en effet, c'est la raison pour laquelle l'action est si urgente. Et vous avez très bien montré que ceci est déjà une réalité au Sénégal. Aussi le potentiel des sensibilisations des usagers est bien noté et aussi le besoin concernant les données, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup des différents pays que parfois c'est difficile de prendre les bonnes actions si on n'a pas les données nécessaires. Donc ceci est aussi un très très important message. Voilà, donc nous avons entendu de plusieurs pays du Sénégal, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, on a aussi eu l'aperçu de Peter Graham. Et maintenant, il est temps pour les questions. Donc, on a quelques minutes pour les questions et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat box. La première question que nous avons, c'est pour tous nos panélistes et je voudrais vous demander de tous répondre à cela. Ça concerne le secteur informel, the informal sector. Nous avons beaucoup entendu et nous avons beaucoup parlé des lois et des régulations qui sont nécessaires, surtout les codes énergétiques pour les bâtiments, mais aussi d'autres lois. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de villes où en fait la majorité des constructions maintenant est informelle. Et parfois, c'est difficile d'atteindre ce secteur informel avec les lois, avec la régulation. Donc, selon vous, quelles sont quelques mesures intéressantes ou efficaces pour justement travailler avec le secteur informel et pour peut-être aussi voir comment pouvoir l'inclure dans les NDC, dans les pays différents en Afrique. Et je voudrais commencer pour cette question avec Peter. Peter, est-ce que cela vous va ou est-ce que vous avez besoin que je fasse une petite traduction en anglais? Non, c'est bien, j'ai compris. Mais je réponds en anglais. Oui, c'est très bien. Okay. Donc, the informal sector, it's a very, very important aspect for a number of reasons. The first is it's certainly acknowledged in NDCs and national adaptation plans that many of the settlements are in the most vulnerable places when it comes to climate change impacts. And so there's a major issue in terms of potential health and, civil problems associated with climate change. And so there is acknowledgement in official documents about the need to address the sector. So that's one thing to say. Second thing is that a number of countries are looking at or have engaged in projects to develop design and construction standards for informal dwellings. So that is improving the overall quality of construction, so that they withstand extreme weather and better accommodate people with thermal comfort and health and lighting and electrification. Third element is that there's certainly a number of initiatives which are looking at small-scale solar and solar hot water to improve the lives of people in informal settlements. But fundamentally, a major issue is security of land title
and the ability to enable investors into the market, if you will, in the informal sector. And one of the major barriers, both to regulation and also to investment, is a lack of security of land tenure. So security of land title is really important. There isn't anything that I've seen as an explicit solution to that in any of the NDCs or NAPs, but it's certainly acknowledged as one of the fundamental issues that enables improvement in design and operation and life quality. Yes. Thanks very much, Peter, for this comprehensive answer. And I think you made a very good point also that the informal sector needs to be considered in the context of the city and wider regulation. So not just immediate building regulation. You know, you mentioned land tenure, for instance, and you mentioned some concrete action. So that's great. Donc, est-ce que je pourrais aussi poser ces questions concernant le secteur informel à nos panélistes des pays? Peut-être on pourrait commencer avec vous, Ernest, parce que vous avez donné la dernière présentation. Concernant le secteur informel au Sénégal, quelles sont les mesures nécessaires pour atteindre ce secteur, surtout aussi pour l'inclure dans les NDC? Merci beaucoup. Moi, je pense que vous avez raison. C'est un secteur que les gens négligent. Et en tout cas, si je prends le cas du Sénégal, on a tous constaté, parce que nous, quand on parle du secteur informel dans le cadre du bâtiment, c'est toutes les personnes qui construisent des bâtiments en dehors sans faire recours à un permis de construire. C'est-à-dire sans aucune norme entre guillemets. Et on pense que c'est très, très important. C'est presque 80% du secteur. Donc, c'est très, très important. Et on constate aussi que les gens consomment. Maintenant, pour intégrer ce secteur dans le cadre du NTZ, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut faire dans le cadre de l'élaboration de la réglementation que nous sommes en train de faire, de ne pas forcément, dans un premier temps, dire que tout le monde doit obéir, doit respecter cette réglementation, parce que respecter cette réglementation aura des conséquences financières. Donc, nous pensons qu'il faut faire. Nous avons pensé à élaborer de petits guides, de petits manuels qui permettent à ceux qui essaient d'autoconstruire de pouvoir rentrer, d'améliorer leur manière de concevoir le bâtiment et d'avoir un meilleur comportement par rapport à la consommation énergétique. Et je pense que la figure que j'ai montrée dans le cadre de la sensibilisation était une étape, par exemple, d'introduire le secteur formel. Ces analyses ont été faites dans des quartiers de la banlieue qui représentent l'essentiel du secteur informel pour analyser leur mode de fonctionnement, leur mode de comportement vis-à-vis de l'énergie. Et donc, pour nous, pour introduire ce secteur formel, c'est essayer de les accompagner avec des méthodes très simples, des mesures très simples qui coûtent moins cher pour permettre d'améliorer leur manière de concevoir le bâtiment. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Ernest. Et ces guides que vous avez mentionnés, il me semble très intéressant. Donc, si c'est possible pour vous de les partager, je pense que ça serait super parce que, en effet, atteindre ce secteur est un thème pour beaucoup de pays. Très bien, super. On les a pas encore finis, mais on est en train de les concevoir. Ok, donc voilà, donc dès qu'ils sont terminés, nous sommes impatients, très curieux concernant ces guides. Merci. Voilà, donc je voudrais aussi poser la même question à Parfait Kouadio de la Côte d'Ivoire concernant le secteur informel. Quelles sont les mesures, quelle est la manière pour l'inclure dans les NDC? Il faudrait juste aussi réactiver votre microphone si cela est mis, si le son est coupé. Donc voilà, je pense que là, oui, on vous entend très bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci pour la question. Effectivement, on est conscient que toutes les mesures que nous prenons, si elle n'implique pas ou elle ne prend pas suffisamment en compte le secteur informel,
ces mesures-là sont vouées à l'échec ou ne pourront pas atteindre l'objectif que nous sommes assignés. C'est pour cela que dans le cadre de la révision donc, de notre NDC, des secteurs qui n'avaient pas été suffisamment pris en compte, comme les organisations de la société civile, comme les collectivités, sont pris en compte dans le cadre de la révision de notre NDC. Et toutes ces actions-là vont nous permettre d'organiser le secteur de façon générale et donc faire en sorte que le secteur informel ne représente pas une part importante dans le secteur du bâtiment. Les formations que nous initions à l'endroit des acteurs de la chaîne des valeurs de la construction, ces actions-là, nous les étendons à tous ceux qui interviennent dans le bâtiment, mais qui sont dans le secteur informel. Et puis, je pense que le fonds qui a été mis en place par le gouvernement, dès qu'il sera opérationnel, parce que ce fonds a été mis en place en décembre 2016, il n'est pas tout à fait opérationnel, va permettre à beaucoup d'acteurs du secteur du bâtiment et de l'énergie de bénéficier donc de ressources et de sortir donc du secteur informel pour construire des bâtiments aux normes, en respectant donc les normes édictées par le gouvernement. Je vais dire par exemple, il faut absolument avoir un permis de construire, il faut respecter les dispositions qui sont dans le code du bâtiment. Mais toutes ces dispositions ne peuvent pas être appliquées par ces acteurs-là tant qu'ils demeureront dans ce secteur qu'on appelle le secteur informel, mais qui constitue aussi un secteur très important dans le secteur du bâtiment de façon générale. Donc voilà, de mon point de vue, quelques actions qu'on peut initier pour que ce secteur-là puisse être organisé et jouer pleinement son rôle dans ce processus. Merci beaucoup, Parfait Quadio, pour nous donner votre avis et les mesures possibles pour ce secteur informel dans la Côte d'Ivoire. C'était très intéressant. Je voudrais poser la même question à Jamila El Arizi du Maroc. Au Maroc, quelles sont les mesures prises ou les mesures efficaces pour ce secteur informel et aussi pour l'inclure dans les NDC? Il vous faudrait… Allô, Oui, on vous entend. Oui, oui, super, très bien. D'accord. Alors, moi aussi, concernant cette question du secteur informel, j'aimerais rappeler aussi que notre Royaume du Maroc, on a lancé un programme Ville sans bidonville depuis 2004 qui vise à éradiquer les bidonvilles et tout ce qui est non réglementaire. Alors, ça concerne 86 villes. Alors, maintenant, on a atteint 56 villes qui sont déclarées sans bidonville. Alors, nous, notre vision par rapport à l'intégration du secteur informel dans l'INDC, ça va être intégré. Je pense que ça va être intégré dans la partie adaptation, puisque ces habitants qui habitent ces bidonvilles ou ces quartiers non réglementaires sont les plus vulnérables au changement climatique. Alors, dans le cadre de notre plan d'atténuation d'adaptation au changement climatique, nous voulons que ces actions qui sont faites au niveau des bâtiments non réglementaires soient inscrites dans la partie adaptation, puisque grâce à ces actions d'éradication de ces bidonvilles, on contribue à l'adaptation au changement climatique. Aussi, il y a des actions aussi au niveau de la mise à niveau énergétique, la mise à niveau des quartiers qui ne sont pas réglementaires. Alors, on essaie aussi d'intégrer des actions ou des mesures d'efficacité énergétique au niveau de ces villes ou au niveau de ces quartiers, avec aussi de mettre en place des espaces verts et au niveau de l'éclairage public. Il y a plusieurs actions qu'on essaie de les intégrer au niveau de notre intervention au niveau des quartiers non réglementaires.
Aussi, le secteur informel aussi concerne aussi les entreprises qui opèrent dans le secteur du bâtiment. Alors, au ministère, on a un système de qualification, de classification des entreprises qui a pour objectif de structurer les entreprises qui ne sont pas structurées. Alors, il y a parmi ces qualifications, il y a des qualifications qui concernent l'installation des chauffe-eau solaires. Il y a aussi des qualifications qui concernent l'isolation thermique et acoustique. Et c'est ça. Alors, comme je disais, ces actions qui sont faites dans le secteur informel et qui concernent les personnes qui sont les plus vulnérables, on va essayer de les intégrer au niveau de la partie adaptation de notre plan d'atténuation, d'adaptation au changement climatique, et qui vont être bien sûr intégrés dans la nouvelle version de la NDC. Merci beaucoup, Jamila Alerizi. C'était vraiment très intéressant que vous avez beaucoup de mesures très concrètes justement pour le secteur informel, sachant, comme vous avez dit, qu'il s'agit souvent des gens des quartiers les plus vulnérables et qu'il y a même une vision en place pour éradiquer, pour vraiment améliorer la situation et de l'inclure dans les NDC, et que vous travaillez aussi avec les entreprises. Il me semble très, très intéressant. Vous avez mentionné l'échauffement solaire, ce qui est lié à ce que Peter Graham a dit aussi concernant les mesures possibles. Merci beaucoup. Donc, avec ceci, on est à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous nos panélistes, merci à tous les participants. On a beaucoup appris concernant les NDC au niveau régional, au niveau de l'Afrique. On a vu qu'il y a des pays, il y a 45 pays qui ont inclus les bâtiments dans les NDC. Cela, c'est bien, mais il y a aussi pas mal de pays qui n'ont pas encore fait. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour les actions. Surtout aussi pour l'adaptation, on a plusieurs fois entendu que cela est important, et on a beaucoup appris sur les situations dans la Côte d'Ivoire, dans le Maroc et dans le Sénégal concernant l'impact du changement climatique, concernant le lien très proche de l'énergie, de l'efficacité énergétique et des bâtiments, et que le bâtiment, c'est vraiment une partie très importante dans les NDC pour atteindre l'abaissement des émissions gaz à effet de serre. Et on a entendu la croissance des bâtiments qui va, surtout après l'année 2030, va augmenter très fortement. Donc voilà, il y a l'urgence d'action. Et voilà, on a aussi entendu concernant les mesures pour le secteur informel ainsi que pour le secteur formel. Donc, on va mettre le recording en ligne, donc n'hésitez pas à revisiter. Et avec ceci, encore une fois, très chaleureux merci. Thank you very much for all of you for joining. We hope you enjoyed our webinar. Thank you to our distinguished panelists for sharing their views, for sharing their country perspective. We have certainly learned a lot. The recording will be available, and please don't hesitate to contact us with any questions. You can see the contact email address here, global.abc@un.org, and more information on our website, globalabc.org. Thank you so much, and we wish you a great day and happy holidays. Thanks, Nora. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Nora. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.